Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se prend c'est prévisible, c'était prévisible. Les Prost, les champions du monde, s'ils ne réussissent pas, voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut jouer, Il y va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Et oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez & Co pour un épisode consacré au Grand Prix de Montréal, le 9e de la saison. Et bien qu'avons-nous pu voir? J'arrive jamais à faire mon introduction en fait à chaque barbecue, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a pu voir donc? Une soirée d'élection catastrophe, mais bon, qui était annoncée. Alors moi personnellement, j'ai pas regardé le Grand Prix en direct. Un peu en décalé, mais je vais être honnête, j'avais un peu la tête ailleurs. Mais il s'est passé des trucs quand même dans ce Grand Prix. On a vu un petit retour à la normale du côté Red Bull avec une victoire de Max et Sergio dans les choux. Attention, j'ai dit l'inverse. Côté Ferrari, on a un enchaînement remarquable entre les plongeons dans le port de Monaco avec un plongeon dans les résultats à Montréal. Mercedes assez performant, McLaren toujours aussi impressionnant tout de même. Et puis Alpine toujours au fond qui alimente son moteur avec un mélange d'espérance et de résignation. Cette fois-ci, je sais pas si on peut dire ça encore une fois, mais en tout cas, il s'en est passé de belles. Ils ont tranché dans le vif. Question pilote, en tout cas, on va en parler. Il y avait effectivement de l'actualité en dehors aussi du Grand Prix de Formule 1, notamment avec ils ont dévoilé un petit peu la nouvelle réglementation 2026. Et puis, effectivement, il y a le mercato pilote, dont j'imagine que nous allons parler autour du barbecue. Moi, Jacques Lafritte, on va parler de tout ça et de bien d'autres choses avec notamment Lance Niol. Il faudrait que tu nous parles, Lance, t'es en train de répondre à l'appel d'offres de la Ligue de foot, non, pour diffuser les matchs de Ligue 1 en exclusivité sur Radio Merguez Télé, c'est ça, dans l'actu? Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis en pleine négociation, mais vu que la brune en face est toujours là, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, en espérant qu'il parte pour que tout s'arrange, qu'on puisse racheter les droits de la Ligue 1, ce qu'elle vaut, c'est-à-dire à peu près 5 €. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. Ah, mais pour ça, il faudrait qu'il reste, parce que justement, s'il s'en va, peut-être que les choses vont être prises en main, je ne sais pas. Avec nous aussi, Niki Lambda, qui fait la passe de 2 barbecues, j'ai l'impression. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, tout à fait, la passe de 2. Ça faisait... Moi aussi, c'était déjà arrivé cette saison. Mais écoute, tout va bien. Et puis avec nous... Prêt à en découdre. Avec nous aussi, Charles Carrefour. Comment ça va après ce week-end éprouvant de ton côté? Salut à tous. J'ai passé un très bon week-end. En tout cas, un très bon... Très bon week-end du côté de Charles Carrefour. Très bon week-end Formule 1. Très bon week-end. On respecte toutes les sensibilités du côté Radio Merguez, mais bon. Je suis en slick sous la pluie, on va dire. C'est un peu... désolé. J'ai passé un très bon week-end Formule 1. En tout cas, on s'est plutôt régalé comparé, en tout cas, au week-end précédent de Formule 1. Ok. Je me suis régalé. Et puis avec nous, 5e larron, Takuma. Il me semble avoir vu que tu avais des actus quand même au niveau podcasting. Mais peut-être que tu peux en parler. Alors déjà, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Quand c'est comment il s'appelle, l'ancien d'Alpine dont tu as repris la phrase en fin de générique. J'oublie toujours son nom tellement il m'a marqué. Laurent Rossi. Laurent Rossi, ouais. Il disait on a le droit de faire des erreurs. Quand on fait 2 fois la même erreur, c'est qu'on n'a pas appris. Quand on voit les résultats de dimanche, on peut se demander si la France a vraiment appris de l'histoire. Des fois, il faudrait peut-être faire relire les bouquins à certaines personnes. Et concernant les podcasts, écoute, tu sais, j'en fais toujours.
beaucoup. J'aime bien parler dans un micro. C'est pour ça que je suis avec vous ce soir pour parler de ce Grand Prix. Restons sur la Formule 1, il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Bon, t'es un peu dur avec la France dimanche soir. Ce match contre le Canada, il était pas si terrible. Ouais, on rigole. On rigole. On verra. De toute façon, il va y avoir d'autres dimanches qui, à mon avis, vont pas forcément. Enfin, on va souhaiter qu'ils. Enfin, je sais pas. Je suis pas très. C'est la prise de tête. C'est une meilleure analyse que ce qu'il y a sur CNews, hein, tu me diras quand même. Mais bon, je dirais que c'est pas de top niveau, mais en fait, j'ai pas envie de dire que je suis plutôt pas très optimiste. Mais je sais pas, il paraît je sais pas s'il vaut mieux dire ça ou dire qu'on a plein d'espoir pour le pays, mais là, pas facile. Gardons un peu d'espoir. Regarde Alpine, il garde l'espoir, alors pourquoi pas nous? Ouais. Et Pérez a réussi à re-signer 2 ans. Donc, comme quoi, c'est même plus de l'espoir à ce niveau-là. Tout à fait. C'est un braquage. Alors, on va essayer de remettre les choses en ordre. On va parler de ce Grand Prix de Montréal, qui était quand même un beau Grand Prix. On a vu déjà de très belles qualifications. On a vu un beau Grand Prix aussi. Et on a vu, suite à cette victoire de Ferrari à Monaco, on se disait, oulala, Red Bull, ils y sont plus, c'est compliqué, la vie, tout ça de leur côté. Et puis, quand même, victoire de Verstappen à Montréal. Et je vais demander tout de suite à Charles qu'est-ce qu'il a pensé de ce week-end Verstappen et puis bon, peut-être le week-end Red Bull. On a vu quand même que Pérez il a prolongé de 2 ans, mais ses résultats sont toujours aussi médiocres, pour ne pas dire catastrophiques. Donc après, je pense que la partie mercato on la traitera peut-être après le Grand Prix parce qu'il y a d'autres choses à dire. Mais c'est vrai que Verstappen seul chez Red Bull et puis victorieux de nouveau. Bah, franchement, on parlait la semaine dernière de est-ce que d'autres équipes peuvent aller titiller Red Bull? Est-ce que Red Bull a potentiellement une certaine fragilité en train de naître chez Red Bull? J'étais un peu sceptique et j'ai trouvé que ça c'est même si au final le Grand Prix et si on regarde que le résultat, on pourrait se dire un week-end comme un autre. Les essais libres ont été marqués quand même par la pluie, donc très peu de roulage, mais quand même des Red Bull un peu en dessous, Verstappen se plaignant régulièrement de la rigidité de la voiture, même en course où il se plaignait régulièrement de la suspension de la voiture, qui potentiellement pouvait le mettre un peu KO, ou en tout cas lui taper dans la tête, et un peu de bataille. Il a pas, il a dû aller la chercher cette victoire. Il n'est pas parti premier, même s'il a fait le meilleur temps. Il a fait une combien déjà? Une 12.00 ou quelque chose comme ça, ou une 32.00, j'ai plus en tête exactement une 12.00. Il part P2 parce que Russell fait le même temps que lui, mais en premier. Et Red Bull, on va dire, la fragilité vient sûrement encore de Pérez, qui ne passe pas les Q1, il me semble. De mémoire, encore une fois. Ah non, il y a une stat terrible, c'est que Tsunoda fait plus de Q3 que Pérez cette saison. Oh oui, ouais. Ça fait mal, ça. Ouais, ça fait quand même mal. Surtout que, bon, après, on sait, voilà, il apporte 30 à 40 millions via ses sponsors mexicains. Donc, c'est sûrement ce qui aide un peu. Je pense pas que Tsunoda, malheureusement, apporte autant. Si ça devrait jouer, à mon avis, dans la balance de pourquoi Pérez est encore là. Après, à vrai dire, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un type qui cire le banc, mais voilà, on a l'impression que des fois, on est un peu chez Williams maintenant, avec un pilote payant et un pilote qui a du talent. Mais sauf que bon, la performance de la voiture est quand même beaucoup plus élevée que la performance de la Williams. Quoique, parce que quand on voit ce que fait Pérez, ce que fait Sargent, à vrai dire, je pense qu'on a 2 champions. Mais bon, fébrile. Takuma, tu peux enchaîner. Non, mais je te laisserai finir, bien sûr, mais je voulais juste dire que Alexander Albon a toujours battu Logan Sargent en qualif, ce qui n'est pas le cas de Sergio Pérez. Vous en faites ce que vous voulez de cette statistique, elle existe, mais voilà, Sargent a déjà été meilleur que Pérez en qualif. Vous faites ce que vous voulez de cette stat, elle existe. Maintenant, Bon, après, sur ce week-end-là, Pérez finit quand même devant.
En soi, Il est pas en qualif, non? En qualif, il est 13. bah, Sargent. sur la course, en tout cas, il finit quand même devant. Donc après, je dis pas s'il finit la course, je dis juste qu'il finit devant Sargent. Mais c'est clair que ouais, pressé de voir à Barcelone et les Grands Prix qui suivent, un peu plus européens, où ça va se suivre. Et les équipes n'auront pas forcément toujours le temps d'amener de nouvelles pièces ou de préparer. Je veux voir comment ça enchaîne. Est-ce que les dynamiques qu'on a pu voir sur certaines équipes se suivent, où il y a vraiment des rebonds, et on en parlera d'autres équipes après. Mais en tout cas, on va dire que pas la hype, mais j'aime pas trop ce terme-là, mais je trouve que ça relance un peu. We are in France, we speak French, tu as raison. C'est même pas ça, c'est juste que voilà, on peut se dire que lorsqu'il y a un départ de Grand Prix, on sait pas qui forcément va gagner. Et en tout cas, sur ce Grand Prix-là, c'était ultra intéressant, et je pense qu'on a vu le meilleur Grand Prix de la saison. Dites-moi si je me trompe, mais pour le moment, je pense qu'on a vu le meilleur Grand Prix de la saison. Alors j'allais demander à Niki son avis, mais il est occupé par quelque chose. Niki, tu veux réagir sur meilleur Grand Prix de la saison pour l'instant, et puis aussi il y avait quand même une forme de sérénité chez Verstappen. On sait qu'ils sont un peu plus menacés qu'auparavant chez Red Bull, en tout cas du côté de Max, et là on l'a quand même senti. Il est allé se la chercher, mais en même temps il était affûté, quoi. Il était là pour ça, et puis il a gagné comme il sait le faire à sa main quand même. Oui, alors pour le meilleur Grand Prix de la saison, oui, je suis complètement d'accord. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, c'est vraiment celui où il y a eu le plus de spectacles, le plus indécis aussi, parce que voilà, on savait pas, notamment bien aidé par la pluie, mais on savait pas ce qui pouvait se produire et qui allait le gagner. Après, Verstappen serein, je sais pas. Enfin, il a été la chercher en costaud, en fait. Je trouve que voilà, il a vraiment dû batailler pour. Enfin, il est vraiment très très bien piloté, être concentré du début à la fin pour la gagner. Donc serein, je sais pas, parce que ça fait quand même 2 ans que le mec il part premier, il met 3 secondes dans les 2 premiers tours au poursuivant, et après il roule tranquille sans concurrence. Donc, je dirais pas qu'il a été serein, je dirais surtout qu'il a été très très solide. Mais ce qui m'a surtout marqué sur ce Grand Prix, c'est on va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est McLaren toujours sérieux, toujours solide. Et puis le regain de performance de Mercedes quand même qui. Tout à fait. Je pense que Russell avait les armes pour aller chercher la victoire. J'avais prévu, c'était ma transition quand on allait parler de Mercedes, et si avec des si, est-ce que notre ami George, il aurait pas pu mettre la tour Eiffel, je sais plus ce qu'il faut dire. Bref. Mais j'anticipe et je dis oui. Et tu dis oui. Ok. Takuma, est-ce que toi tu connais les vraies raisons est-ce qu'il y a d'autres raisons que les thunes qui font que Sergio Pérez il a prolongé de 2 ans chez Red Bull? Et est-ce que c'est bon, Verstappen il a un peu quand même calmé tout le monde dans la belle province là? Je pense que Verstappen a montré pourquoi c'était encore si ce n'est le meilleur pilote, parce qu'il fait une course sans aucune erreur et il tire le maximum de sa Red Bull, qui est plus la voiture aussi dominatrice de la saison passée, et il arrive à la faire encore dominer, là où je pense que McLaren est très très proche d'eux maintenant. Mais la symbiose Verstappen-Red Bull actuellement fait que il est dans un niveau vraiment stratosphérique, et qu'il ne faut pas lui laisser une once d'opportunité de gagner, parce qu'il en profitera. Après, pour Pérez, oui, c'est une question c'est un pilote qui ramène beaucoup d'argent, qui vend énormément de merchandising au Mexique, et l'argent domine. Malheureusement, la F1 n'est pas étrangère à ce genre de maxime qui nous emmerde un peu tous, quel que soit le sport, parce qu'on aimerait plus le talent plus que l'argent, mais bon, ça domine un peu partout. Mais oui, je pense sincèrement que ça doit être très frustrant pour Tsunoda, qui fait sa meilleure saison cette année et qui montre qu'il a largement le niveau, à mon sens, pour aller plus haut.
je pense qu'il doit être un peu frustré, Tsunoda. Je pense qu'ils ont très bien fait de le prolonger parce que je pense que certaines écuries auraient pu être tentées d'aller le chercher, Tsunoda, et que maintenant ça va être plus compliqué d'aller le chercher. Là où je pense que personne n'a envie d'aller chercher Pérez sans vouloir être méchant. Mais voilà, mais oui, Pérez, malheureusement, il va falloir qu'il remette un coup de collier très vite parce que non seulement il va passer pour une poire, ce qui est déjà le cas, mais il risque peut-être de coûter le titre constructeur à Red Bull. Et là, je pense que ça sera beaucoup plus problématique. Ok, bon alors, juste point constructeur, puisque au niveau du classement, on fait le point. Red Bull 301 points, Ferrari 252. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi le Grand Prix, on spoil déjà, ça n'avait pas bougé, le nombre de points de Ferrari n'a pas bougé entre Monaco et Montréal. Lens, est-ce que effectivement, alors c'est un peu une transition déjà, mais voilà, Lando Norris très performant, les McLaren très performantes ce week-end. Est-ce qu'il n'y a pas eu encore un petit coup de Trafalgar avec la voiture de sécurité qui aurait pu profiter à notre ami Lando et lui donner un peu la victoire, puisqu'il finit quand même à moins de 4 secondes de Verstappen. Et à ce moment-là, au moment de cette voiture de sécurité plus ou moins adaptée, il aurait pu prendre la tête et continuer comme ça. Qu'en penses-tu ? Il y a... C'est sûr. Après, certains te diront que... Moi, je ne crois pas à tout ce qui est karma, donc, mais c'est le Miami inversé. C'est-à-dire que Norris ne doit pas gagner Miami s'il n'y a pas du n'importe quoi au niveau de la safety car. Bah, là, finalement, c'est l'inverse. Finalement, Norris, je pense, gagne s'il n'y a pas une safety car. Peut-être sorti un peu trop tard, parce que quand tu vois les images, tu vois la voiture de Sargent en plein milieu de la piste, tu sais qu'il va y avoir une safety car. Alors après, peut se poser la question de la gestion de la safety car par McLaren, qui met 2 tours pour arrêter Norris. Alors que techniquement, quand tu as vu la voiture de Sargent, c'est au minimum une virtual safety car qui va sortir. Tu peux, si jamais tu avais la grue qui avait dû rentrer sur la piste, il y aurait eu drapeau rouge. Ou dans ce cas-là, bah, finalement, ça aurait été, tu mets des pneus neufs à tout le monde et engagement, nouvelle partie qui commence. Donc, ça s'est joué à pas forcément grand-chose. Je crois qu'il y a une bonne minute avant que la safety car soit désignée. Norris est à une centaine de mètres de la chicane, de la dernière chicane avant la ligne d'arrivée, donc l'entrée avant les stands. Alors même si c'est le passage au stand l'un des plus courts de la saison, en 18 secondes normalement tu boucles le truc, parce que tu bouffes un virage très lent, le virage numéro 1 et la dernière chicane qui est aussi très lente. Donc est-ce que si tu prépares un peu en amont du côté de chez McLaren, tu peux le faire rentrer, on lui fait un boss box au dernier moment. C'est à voir. Ouais. Donc, il aurait même peut-être dû rentrer derrière sur le dernier tour. Ça a peut-être tenté un overtake, mais de ce que tu racontes, voilà quoi, la safety car c'est un peu destination finale de la F1 quoi. C'est un truc, tu peux pas échapper au destin. Il avait échappé une première fois en remportant son Grand Prix, et là ça rebascule de l'autre côté. Certains te diront que sur une saison ça s'équilibre, et a priori là c'est le cas. Mais donc ça s'est joué à pas grand chose. Donc tu vois que derrière, Russell, Verstappen se font pas prier. Il rentre, il change des pneus. Et ça joue à pas grand chose parce que Norris, tu vois qu'il patine, il veut essayer de mettre un petit coup d'accélérateur pour essayer de passer devant Max, mais voilà, ça glisse trop en sortie des stands, la route est humide. C'était pas mal cette scène. Et ça lui permet pas de passer devant. C'était pas loin. Vraiment. À 2 secondes. Derrière, il y a un nouveau stock car, donc c'est safety car aussi, il me semble. Ouais. Ça se resserre. Sainz, et là, finalement, les pneus sont bien, ont bien été gérés par Max, et derrière, il remet un coup de collier et il finit avec 4 secondes devant. Mais c'est sûr que peut-être un peu mieux géré, Norris devant, peut-être que c'est plus compliqué pour Max de gagner quand même la course. Mais, même si ça a été plus compliqué. Mais, par contre, pour revenir vite fait sur Pérez,
Bien sûr, il y a les sous qu'ils peuvent ramener avec ses sponsors, mais ne pas oublier que quand ils signent chez Red Bull, la vente de canettes de chez Red Bull fait une exponentielle au Mexique et en D'accord. Amérique centrale et latine. Donc il y a vraiment C'est le aussi business, l'aspect Red Bull et le fait qu'ils s'entendent aussi très très bien avec Horner et que Horner adore les Faritas. c'est ça, et les sombreros. Donc finalement, ça va avec. Et ne pas oublier aussi je pense qu'aujourd'hui, il a accepté son rôle de doublure de Max Verstappen. Mais après, c'est la question tu que je m'étonnes. vais poser exactement. C'est que si jamais le mec, il ramène 5 points par course au grand maximum et que le titre constructeur, tu te le fais bouffer. Si le mec, ça devient un vulgaire Stroll, je suis pas forcément convaincu que même avec de la vente de canettes, ça suffit. Que ça suffise pour qu'il garde son. D'accord. Son baquet. Son volant, quoi. Charles, est-ce que ce qu'on a pu voir justement entre Verstappen et Norris ou entre Red Bull et McLaren, c'est pas justement l'expérience du champion et l'inexpérience des gens qui ne le sont pas ce week-end, même si au final, bon, on a vu que c'était un peu le pendule qui bougeait pour la voiture de sécurité, ou en tout cas cette gestion par la direction de course. Bah, il y a sûrement un peu de ça, quand même. Après, j'ai quand même plutôt l'impression que Norris rentre pas parce que la safety car apparaît trop tard pour lui. Dites si je me trompe. Oui, c'est ça, En ouais. tout cas, donc, en fait, là, c'est vraiment de la malchance. Après, il tente un coup de poker sur les slicks, où il fait 2 tours en plus par rapport à Russell et Verstappen. C'est ça. C'est sûrement un tour de trop. Mais dans tous les cas, je pense que c'était compliqué pour lui d'aller la chercher. Et même après, visiblement, sur les hards, le rythme de course n'était pas forcément bon. Donc, qu'est-ce que c'est de dire? Est-ce que c'est de l'inexpérience du champion qui fait que il n'a pas pu aller la chercher? Il y a sûrement un peu de ça, parce que dans la stratégie, peut-être qu'il y aurait eu à tenter à un moment donné peut-être autre chose au lieu d'être attentiste. Entre guillemets, d'attendre que les autres s'arrêtent pour tenter de se dire je vais au bout, je vais essayer de refaire un tour en inter avec personne devant moi et je peux pousser. Et vu que ça sèche beaucoup, je peux taper dans les inters, c'est pas très grave. Bah, on peut pas lui reprocher d'avoir tenté une stratégie. Ouais, c'est ça. En fait, ils jouaient la gagne, quoi. Ils ont vraiment joué la gagne avec ça, quoi. Donc au final, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. Après, il arrive quand même plutôt bien à monter, mais c'est vrai que sur la fin de course, heureusement qu'il n'y avait pas 10 tours de plus, parce que Verstappen commençait vraiment à s'envoler, et on retrouvait des bases de début d'année sur les écarts, quoi. Ok. Takuma, il y a Norris, il y a Piastri. Est-ce que, moi j'ai eu un peu le sentiment par moment qu'ils avaient un peu dit à Piastri de laisser Norris devant et de pas trop attaquer le coéquipier? J'ai plus eu l'impression que Piastri avait moins de rythme que Norris sur ce Grand Prix. Plus l'impression que c'était ça, sans dire que Piastri était à la ramasse. Juste, je pense qu'il était un peu moins en forme que Norris. Non, mais je dis ça parce que je l'avais annoncé vainqueur, moi. T'inquiète pas, j'avais Leclerc, je crois, moi. Donc, laisse-moi te dire que c'est pas. Je crois que moi aussi, hein, donc on est ensemble. On fera le point. On viendra après, mais j'étais d'accord avec Vasseur, mais bref, on viendra après. Non, mais pour McLaren, il continue d'être présent. Il tombe sur un Mercedes qui profite des conditions fraîches pour pointer le bout de leur museau, nouvel aileron, tout ça. Je pense que Russell peut s'en vouloir plus que les McLaren. Je pense que les McLaren étaient un brin en dessous sur cette course que Red Bull. Par contre, je pense que Mercedes était au-dessus et qu'ils ont vraiment loupé le coche, notamment Russell, qui est capable de faire un dépassement sublime sur Hamilton à un moment et qui s'est chié dessus à plusieurs reprises en faisant des erreurs qui, à mon sens, lui coûtent le fait d'être deuxième, voire mieux, parce qu'il avait vraiment il avait vraiment de bonnes choses. Et je pense que Mercedes peut s'en vouloir, parce que ça aurait fait de gros points, évidemment, et ça fait toujours plaisir de gagner, on va pas se mentir. Je pense que Mercedes, par contre, sera moins son avantage en Espagne, là où... Barcelone. Bon, alors, il va faire plus chaud, hein, Catalogne, normalement, sauf
vu le temps qu'il fait actuellement, de toute façon, il n'y a plus de saison, ma bonne dame, comme diraient les anciens. Mais si on est dans une Catalogne classique qui risque de faire chaud, et je pense que Mercedes sera un peu plus en difficulté, là où je pense que Ferrari sera un petit peu meilleur. Mais sinon, non, je pense pas que Piastri a été bridé par son équipe. Je pense juste qu'il était un peu moins fort sur ce week-end, ce qui a rien de honteux. Il est 5e, il n'est pas non plus largué. Il est un petit peu moins bon. Voilà. Ok. Niki, tu peux peut-être enchaîner sur Mercedes. Est-ce que tu partages ce qui vient d'être dit sur Russell et un peu ce que Toto Wolff a essayé de lui dire pendant la course, c'est focus George. Parce qu'il s'est un peu. J'ai beaucoup aimé cette voix de Dark Vador. Il s'est un peu raté quand même, l'ami George, à plusieurs reprises. Et effectivement, il a alterné l'excellent avec le beaucoup moins excellent. Et c'est peut-être ça qui fait qu'au final, il a un goût d'inachevé sur ce week-end. Oui, complètement. Mais en plus, je me l'étais noté. Et je trouve que c'est pas la première fois où il a un peu tendance à craquer sous la pression. Souvent quand il doit justement garder une voiture derrière lui qui remonte fort, ou quand il est attaqué, je trouve qu'il a encore énormément de progrès à faire, parce que c'est pas la première fois où on le voit complètement craquer et faire une erreur alors même qu'il est attaqué, et donc qui lui coûte une place afin de se faire dépasser. Là on l'a vu, c'était avec Norris. Alors après, Norris fait la même erreur, fait une erreur 2 tours plus tard. Donc ça s'équilibre un petit peu, mais voilà, il a fait plusieurs, comme a dit Takuma, il a fait plusieurs erreurs qui lui coûtent au final assez cher. Malgré tout 3 et 4 pour Mercedes, ça reste sur le papier, avant le Grand Prix, assez inespéré. Avant le Grand Prix, on avait vu en essai et en qualif qu'ils étaient performants. Il y avait Hamilton qui s'était un peu raté, mais vas-y. Au vu du week-end, 3 et 4, finalement, je veux dire, sur le papier, jeudi, je pense que tu leur disais 3 et 4, les deux signés des deux mains. Mais au vu du week-end, comme je trouve que l'expression employée par Takuma, elle est parfaite, il y a un petit goût d'inachevé, quoi. Je pense qu'ils auraient pu aller chercher un petit peu mieux, et notamment Russell. Hamilton, on l'a pas trop, on l'a moins vu, je trouve, sur la course. Surtout, il s'est loupé en qualif, je crois. Hamilton, en tout cas, son coéquipier fait la pole, lui, il est 7, donc. Ouais, c'est ça, il part 7e, donc c'est compliqué d'aller chercher mieux. Donc ouais, mais voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve, qu'il s'est pas fait mieux et que Russell n'ait pas su. C'est le premier podium depuis combien de temps qu'ils font, donc c'est quand même. Il faut quand même, sinon il faut respecter les paliers de décompression quand même, de recompression plutôt. C'est le premier podium pour Russell depuis l'Espagne 2023. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. 4, 8. Ah non, depuis Abu Dhabi, pardon. Abu Dhabi 2023, il avait fait 3e. Ok. Donc voilà. Est-ce que, Charles, est-ce qu'on y croit à Mercedes à ce retour? Est-ce que, ça y est, maintenant, on savait que McLaren, il se disputait, il se tirait la bourre avec Red Bull. On savait que Ferrari, en théorie, il se tire aussi un peu la bourre avec eux, mais on va voir, faut voir si c'est juste circonstanciel ou pas. Est-ce que Mercedes is back in the game? Ils ont quand même montré, je pense, le plus beau GP depuis peut-être leur victoire au Brésil en 2022, quoi. Donc, clairement, il y a Russell qui a fait la pole en Hongrie en 2022. C'est sûrement le plus abouti depuis un moment, clairement. En tout cas, en termes de performance. Derrière, en plus, Hamilton arrive un peu à remonter. Donc en plus, ouais, ça peut. J'ai dit la semaine dernière qu'ils étaient clairement dans un no man's land. À voir effectivement, est-ce que c'est un coup de poker parce que la pluie, parce que le circuit, ou est-ce que non, effectivement, c'est beaucoup mieux, et ils arrivent à accrocher potentiellement
un podium de temps en temps. Quand je dis de temps en temps, c'est qu'il y en a un des deux qui peut se bagarrer pour un podium, que ce soit Hamilton ou Russell. Ça serait bien, parce que du coup, ça ferait une ultra à 4 équipes pour au moins les podiums, ce qui potentiellement permettrait d'avoir des batailles un peu plus sympas, encore une fois, des qualifs encore vraiment plus haletantes. Mais enfin, j'irai un peu avec précaution sur le ça y est, son revenu. Toto Wolff a dit à Hamilton à la radio que ça y est, ils étaient de retour. Bon, j'attends de voir quand même un peu les circuits européens qui arrivent là sur le mois de juin pour me prononcer parce que bon, on a pu voir avec Alpine l'année dernière qu'ils étaient capables des fois de placer la voiture 6 et 8 et puis le week-end d'après 15 et 17 quoi. Donc bon. Ok. Vu ce qu'ils ont produit depuis le début de saison et potentiellement ce que les autres écuries vont amener, est-ce que bah en fait peut-être qu'ils ont amené des choses qui du coup comblent le gap, enfin comblent l'écart, mais l'écart va se recreuser par ce que les autres écuries vont ramener prochainement. Je serais un peu pour le moment Circonspect. ouais, ou mollo sur le ça y est, on a un Mercedes de retour qu'on connaît. Oui, après c'est un Grand Prix sur toute la saison. En théorie, Barcelone est quand même un juge de paix. C'est le prochain Grand Prix, c'est un peu un juge de paix sur un peu une globalité de saison, mais plus révélateur que d'autres. Lance, ça y est, c'est le moment d'acheter une Mercedes pour rouler en région parisienne ou on attend un petit peu aussi? Ouais, ça dépend la taille hein, quand même, parce que en plus il y a des gens qui aiment bien une classe A, une classe A tranquille. SUV. Donc ouais, faut faire un petit peu attention. Mais ouais, c'est les i8 c'est pratique dans les parkings souterrains parce que c'est bas. c'est ça. Non, bah après, comme utiliser, j'ai l'impression que c'est assez circonstanciel pour Mercedes. Comme vous l'avez dit, la chaleur dans 15 jours de la Catalogne aura probablement raison des Mercedes. Le moteur est quand même pas ouf ici, mais là on a quand même vu que finalement il a quand même assez bien fonctionné. Il y a d'autres moteurs avec des voitures rouges qui apparemment n'aiment pas trop l'eau, vu qu'elles ont des problèmes électriques. Il y a peut-être des problèmes d'étanchéité sur les Ferrari, on le saura peut-être. Mais ouais, bah c'est à voir. A priori, t'as quand même la réalisation qui a été assez gentille avec Hamilton, parce qu'apparemment il s'est quand même pas mal vautré. Pendant la course où il a fait pas mal d'erreurs qui n'ont pas forcément été montrées à la. Non, mais on sait que t'es un hater de Lewis. T'es un hater de Lewis, mais bon, c'est pas. Donc au final, c'est peut-être circonstanciel, même s'il faut saluer aussi la stratégie de changer les pneus pour essayer de revenir, et finalement ça fonctionne. Hein, ils changent au 54e. Et ça leur permet de revenir sur Piastri et de le passer, et de récolter aussi les meilleurs tours au 70e, et donc de récolter un petit point supplémentaire pour Lewis, justement. Donc après, Lewis aussi toujours assez vindicatif avec sa voiture, parce que même si... il faut pas que Lewis devienne le Mbappé de barbecue F1. C'est bon, non, là. Mais c'est le truc, c'est qu'il est... Bon, tu sens qu'il a quand même une petite amertume, mais je sais pas si ça va forcer. Il y a quand même dans pas mal d'écuries, pas que lui, hein, où la fin de saison, on en parlera avec Alpine, avec Esteban, ou que faudrait pas que ça parte en eau de boudin quand même d'ici la fin de la saison, où tu sens ouais mais lui il est avantagé et pas moi et j'ai pas les mêmes. Ouais, je pense pas que Lewis il soit comme Esteban. Mais on va voir. On va demander à notre expert Takuma. Au final, on enchaîne, on dit George il fait plein d'erreurs, Lewis il fait tellement d'erreurs qu'il coupe ça à la télé parce que ils ont pas envie de tirer sur l'ambulance. Et puis au final ils sont quand même 3 et 4 sur le Grand Prix. Je sais pas ce que t'en penses. Et puis après je vais te laisser enchaîner un peu sur Ferrari puisque là on a fait un peu le tour de Mercedes. Non mais écoute, Mercedes, je pense qu'on a
On a fait le tour. Ils peuvent avoir des regrets. Ils sont quand même contents de faire un podium. Hein. Ça ne reste jamais sur un podium. Mais je pense qu'ils peuvent avoir un petit peu premier de la saison, d'ailleurs. Mais je pense qu'ils peuvent avoir un petit peu de regrets. Après, on va passer sur Ferrari parce que, comme l'a bien dit Vasseur, mieux vaut qu'ils faisaient tout d'un coup, toute la merde. Ils ont pris tout. Ils ont le problème moteur, la stratégie qui est complètement à l'envers, Sainz qui fait n'importe quoi. Ils ont tout d'un coup. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Je vous fais un paquet. Le Canada est pas pour nous, c'est pas grave. Ils sont passés à côté. Écoute, c'est le premier depuis le début de saison où vraiment tu peux te dire qu'il y a un problème sur la stratégie avec Leclerc où ils étaient complètement. Ouais, mais dès les qualifs, Mais ils n'avaient pas de rythme. Ils n'ont pas eu le rythme. Ils préfèrent quand il fait chaud à Ferrari. Là, voilà, il a plu, température fraîche, piste fraîche. Ils n'étaient pas dans le coup. Donc voilà, ça a été compliqué pour eux. Bon, c'est sûr que quand on est fan de Ferrari, ça devait être compliqué à vivre. Moi, ça va. Mais bon, non, mais c'était voilà, un week-end à oublier, comme ça peut arriver. Ils sont concentrés sur la Catalogne et je pense qu'en Catalogne ce sera mieux. J'imagine qu'un certain Carlos Sainz voudra faire de son mieux avant d'annoncer sûrement sa future écurie. On verra. Mais voilà pour ce que je vais dire sur Ferrari. Ok. On passera un peu de temps sur le mercato pilote. Mais vas-y, Charles Carrefour, comment tu... C'est peut-être sa dernière chance de gagner un Grand Prix national. On tease un peu la rubrique mercato, mais s'il veut gagner son Grand Prix national, c'est peut-être cette année, quoi. Donc toi, tu l'as vécu comment ce week-end Ferrari? Parce qu'à aucun moment on les a sentis dans le game. Qualif très compliqué et course. Le Sainz très difficile, Leclerc très difficile, qui pestait, etc. Donc ils ont eu ce problème moteur avec, il lui disait qu'il perdait, il voulait même pas lui dire combien il perdait par ligne droite, mais au final il a quand même insisté pour qu'on lui raconte. Ferrari, on oublie what happened in Montréal, stay in Montréal. J'ai l'impression quand même que Charles Leclerc il a changé là d'ingénieur. Il a pu I come back to you. Comment il s'appelait, Xavi, je sais plus comment il l'appelait. Mais que c'était, je pense qu'ils sont en train de se chercher un peu de comment fonctionner, parce que même à Monaco, à un moment donné, il lui demande, Charles dit voilà, si vous voulez, j'ai de la marge, je peux vous dire combien j'ai de marge. L'ingé lui répond je ne suis pas intéressé. L'autre qui lui répond comment ça? Oui, je ne suis pas intéressé, j'en ai rien à foutre. Ah ok, c'est un peu dur ça quand même de me dire comme ça. Ah désolé. Bon ok. Là il s'énerve un peu pour lui dire bon c'est quoi, combien je perds en ligne droite quoi, quelques secondes, donc enfin un peu. C'est quoi un peu quoi? Enfin voilà, en tout cas après ça reste 2 échanges parmi les centaines ou en tout cas les milliers qu'ils ont eu depuis 3 GP. Donc bon là c'était pas non plus tiré de grandes lignes sur les 2 petits échanges un peu hargneux ou en tout cas un peu bizarres qu'ils ont eu. Mais c'est vrai que bon depuis le départ c'est clairement une sous-perf de Ferrari, surtout après le GP de Monaco. Mais effectivement, Takuma l'a bien dit, je pense que les conditions météo n'ont pas été favorables. Et je pense que bon, Vasseur l'a dit aussi, que s'il y a un Grand Prix qu'il faut merder, autant que ce soit tout d'un coup, comme ça, il n'y a pas de... allez hop, go next, et on passe au suivant. Donc bon, ils ont grillé un joker, peut-être un peu tôt dans la saison, mais c'est clair que s'ils veulent aller chercher le Grand Prix, le championnat constructeur, ça fout mal quand derrière t'as les McLaren qui viennent encore plomber la P2, P4. Yes. Bon. Après, c'est vrai que j'ai annoncé l'écart entre Ferrari et Red Bull, mais entre Ferrari et McLaren, voilà, on a 252 points pour Ferrari et McLaren c'est 212, tandis que Mercedes est beaucoup plus loin en 4e position avec 124 points. Ils ont moitié moins quasiment que McLaren. Lens, on parlait d'avoir une Mercedes en région parisienne. J'ai l'impression qu'effectivement, s'il pleut, pas de Ferrari non plus, quoi.
Non, surtout sur les pavés, si t'es pas doux avec l'accélérateur, tu fais comme ça, c'est un beau spin et tu finis dans un réverbère. Ou pire, tu fauches un Vélib et t'abîmes la carrosserie, quoi. Donc non, mais ils ont tout eu et c'est en plus avec ces conditions. La Ferrari qui mange pas du tout les pneus, donc en version pluie, les pneus, tu sens qu'ils ont du mal à se mettre en température, avec une piste verte qui a été lavée tout le week-end, où à chaque fois que ça gommait un petit peu, bah t'avais une averse, voire des grêlons, ils se sont pris quand tu voyais les nuages, c'est monstrueux ce qui se sont pris sur le nez, et encore sur le Grand Prix le dimanche, quand tu vois les nuages qui passaient à côté sur Montréal. Et ils ont vraiment été épargnés, donc on aurait pu vraiment avoir quelque chose de pire. Pour donner un ordre d'idée, avec le MGUK qui fonctionnait pas, il n'avait pas du tout de puissance électrique, il plafonnait avec le DRS, le Père Leclerc à 306 km/h dans la ligne droite, quoi. Alors que c'est le truc que t'atteins normalement sans tranquillement, mais sans le DRS. Et lui, c'était avec, donc ça avançait pas. La voiture, au niveau des réglages, en tout cas du moteur, ils sont restés coincés sur Monaco. Mais non, mais c'est comme l'a dit tous les autres compères. C'est l'avantage, c'est que t'as tout cumulé. C'est-à-dire que mais ça, tu le sais pour ce Grand Prix-là, mais pour les prochains, tu sais pas. Mais ils espèrent. Vraiment le pas de peau pour Leclerc et le n'importe quoi sur Sainz, hein, qui fait du stock car. Donc, mais a priori, Pérez va prendre 3 places de pénalité, mais Sainz qui fait du n'importe quoi, qui revient sur la piste parce qu'il veut essayer de repartir, lui, il aura rien. Bon. Voilà. Ceux qui appellent au complot contre Red Bull, là, bizarrement, on les a pas entendus quand ça concerne Ferrari. Mais donc, bon, c'est un week-end vraiment à oublier pour les Rouges. Okay. Vraiment dommage parce qu'ils avaient vraiment quelque chose à faire avec Pérez dans les choux pour se rapprocher encore de Verstappen. Donc, c'était Griezmann. C'est vraiment particulier, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Hein. En Catalogne, ça devrait repartir comme en 40. Bisous Jordan. C'est des expressions qui, on a l'habitude d'utiliser en ce moment. Ça devient plus compliqué. Niki, est-ce qu'on passerait pas à notre bon dossier virevoltant de cette année? C'est le dossier Alpine. Parce que, une fois n'est pas coutume, ils ont quand même marqué des points sur ce Grand Prix. Mais il y a encore eu un peu de fritage. Ils étaient les deux en Q2. Et puis au final, ils étaient plus ou moins dans les points. Et puis il y a encore tout un bazar entre Ocon et Gasly sur l'histoire de laisser la place et tout ça. Il y a eu pas mal d'abandon sur ce Grand Prix, donc marquer des points, je pense que n'est pas une performance incroyable, mais pour autant ils en ont marqué, donc ils ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu alors il fallait s'adapter aux circonstances. Donc il y a du plus et il y a du moins, sachant qu'on n'a pas du tout passé la moitié de la saison, donc la route est longue, il va falloir quand même arriver à supporter à ce que la famille alpine reste un peu soudée ou au moins de façade jusqu'à la fin de la saison. Oui, comme tu l'as dit, mais au moins de façade, mais là on pensait que les tensions avaient atteint un peu leur apogée avec Monaco, le n'importe quoi de Ocon. Le directeur, c'est Bruno Famin, c'est ça qui dit on va trancher dans le vif. Et ils ont tranché dans le vif. Ça avait atteint un peu l'apogée du n'importe quoi. Ils ont tranché dans le vif, du coup. En annonçant justement que après ils tranchaient dans le vif. Les deux pilotes étaient en fin de contrat, ils ont annoncé officiellement qu'Ocon partait. Ils ont rien annoncé côté Gasly. Voilà. C'est ça exactement. Après pas non plus d'énormes surprises dans le sens où Ocon toutes les rumeurs disaient qu'il était sur le départ. Ça l'annonçait un peu à droite, à gauche, mais rarement chez Alpine. Mais voilà, donc sur la course là, on sent quand même que voilà, ils ont vraiment switché. Et là, Ocon chez Alpine, c'est fini de chez fini.
Et ils lui disent maintenant, bah, tu laisses passer Pirot et c'est Pirot qui marque les points. Officiellement, c'était pour attaquer Ricardo, parce que Gasly avait du rythme, mais Alpine voulait switcher les places, parce qu'à la base, c'était donc Ocon 9e et Gasly 10e. Et les ingénieurs ont demandé à Ocon de laisser passer Gasly pour que Gasly puisse attaquer Ricardo et essayer de récupérer la 8e place. Ouais. Il semblerait que Ocon ait mis un petit peu de temps et un peu traîné des pieds. Ouais, parce que Gasly, dans l'autre sens, a coutume de faire aussi. Après, je me suis planté, hein, les deux étaient pas en Q3, en Q2, il y avait Ocon n'y était pas, mais il avait fait une balle remontée sur la course. Ouais, ça, il a donc fait au final, il s'est sur la course. Donc, enfin voilà, pour lui, c'était, oui, la 9e place c'était une belle 9e place. Et le fait que Gasly passe devant, et Ocon a eu mauvaise et il a chargé directement son équipe en disant moi j'ai fait le job mais l'équipe ne l'a pas fait. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un peu Ocon, le clan Ocon contre le reste du monde chez Alpine. C'est dommage parce que un peu comme Monaco, c'est-à-dire que Monaco il y avait je me souviens plus ce qu'ils font exactement, mais c'était plutôt prometteur et c'est un peu rattrapé par l'extra sportif. Mais c'était les qualifs qui étaient très réussis. Vu le rôle que ça a à Monaco, c'est vrai qu'il y avait des gros points, il y avait des bons points en perspective. Ouais, c'était ça, ouais. Donc là, voilà, c'est de nouveau l'extra sportif, on va dire, qui prend un petit peu le dessus. C'est encore un peu, ça rajoute un petit peu de n'importe quoi à cette saison qui n'en manque pas, on va dire. Lens, on sait que t'es toujours. Alors, t'as dilué ta participation, mais t'es toujours un petit peu actionnaire du côté d'Alpine. Est-ce que le comportement de Ocon et ses réactions médiatiques là, j'ai fait le job, l'équipe le fait pas. Est-ce que enfin, moi, je vais te donner mon avis. Je vais me permettre pour une fois. J'arrive pas à comprendre ce comportement. Je trouve ça pas du tout professionnel de la part de Esteban Ocon. D'autant plus que on serait ok, il peut être sportivement performant, mais on sait qu'il a la réputation et visiblement c'est des choses qui sont assez authentiques, d'être difficile avec ses coéquipiers. Et là, il continue dans cette dynamique-là, alors qu'il n'a pas de contrat pour l'instant signé l'année prochaine. À un moment donné, il faut qu'il arrête d'être con comme ça quand même. C'est pas possible, non, Lens? Bah, il a deux cartes à jouer, donc il faut aussi qu'il puisse se montrer, mais si à chaque fois, c'est au bilan comptable à la fin de la saison, s'il lui manque des points, parce qu'à chaque fois, il laisse passer Pierrot, surtout qu'a priori, on lui a dit, bah voilà, laisse passer Pierre pour pour aller chercher Ricciardo devant. Et sous-entendu, ou même je sais même pas si ça a été sous-entendu, si jamais il n'y arrive pas, il te relaisse passer. Et si finalement Pierre reste devant et dit non bah attends on revient vers toi, c'est un peu comme l'ingénieur de Leclerc avec Charles. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Oui, non. On revient vers toi plus tard et on dit. Et finalement, ils sont revenus vers lui une fois que le drapeau à Damier était passé. Oui, non, mais il peut l'avoir un petit peu en travers. Donc, lui, s'il fait le job avec l'équipe, il entend aussi que la semaine dernière, il y a quelques jours, on se disait il va se faire virer Manu Militari de l'écurie. Et là, le mec, on lui dit de laisser passer son coéquipier, alors que lui, il sait qu'il s'en va à la fin de la saison et que la voiture, elle est pas compétitive cette année. Lui, il continue à allumer la mèche dans les médias. Enfin, moi, je trouve c'est un peu de la bêtise. Mais je vais demander à Charles son avis. Est-ce que Esteban se fait un peu escroquer par son écurie? Et puis, que dire de ce week-end? Est-ce que c'est significatif? C'est quand même des points qui marquent au classement constructeur. Nos amis bleus, ils sont tout d'un coup passés 8. Il y a toujours Kick Sauber qui a 0 points, Williams qui en a 2, Alpine qui en a 5. Je pense que je comprends un peu la déclaration. Enfin, je comprends la déclaration d'Ocon, je comprends la déclaration de Fabin, mais effectivement, je pense qu'Ocon aurait pu se la garder pour lui. Au final, je pense qu'il y perd plus qu'il y gagne à dire des trucs comme ça. Parce que c'est fait, tu passes juste pour le râleur de service.
il y a, enfin, je comprends pas trop effectivement un peu le move. Famin, au micro de Laurent Dupin, a été assez clair, hein, en disant, enfin, même pas voulu commenter, elle a juste dit, bon, on part d'un point, on n'est pas en train de parler de 10 points en plus. Pour l'équipe, de toute façon, qu'on fasse 9 ou 10 ou 10, enfin voilà, l'inverse. Bon, pour nous, c'était pareil. Donc, après, effectivement, il a mis une conjoncture où bah, t'as un pilote qui reste, un pilote qui part. Donc, est-ce que Oui. dans cette situation-là, est-ce que dans l'autre situation où les deux pilotes resteraient, ça serait différent, ou il y aurait pas eu Monaco avant? Bon, voilà. Après, je trouve ça un peu dommage. Alors, Ocon fait une course quand même magnifique. Alors, certes, c'est dans le milieu de plateau, mais par P18, Tout à fait. Hein. et il remonte quand même P9. Après, je trouve ça un peu dommage. Potentiellement, ils auraient pu tenter de repartir des stands et tenter un nouveau moteur, ce genre de choses. C'était le moment, avec une qualif de merde, de potentiellement changer un power unit, ou voilà, ça aurait pu se tenter. Bon, au final, il arrive quand même à bien remonter, donc c'est plutôt cool quand même. Mais effectivement, la déclaration au micro de Canal, enfin, on dirait un Verstappen de 2017, quoi. Hein, tu vois, un peu tout foufou, qui est un peu dégoûté Verstappen de Ligue 2, quoi. Verstappen de Ligue 2, frère. Non, mais mais voilà. Mais après, le fait qu'il y ait les As qui soient vraiment derrière, à même pas une seconde, bah, du coup, Gasly, évidemment, il pouvait pas redonner la place. Le fait qu'il s'est traîné, voilà, et en plus, bah, Fama l'explique très bien. Il y en a un qui a de la batterie, l'autre qui en a plus. Bah, en fait, pour ça qu'on a fait le nécessaire. Voilà, alors, j- j'ai pas eu les datas, on n'avait pas les datas à ce moment-là, mais est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, est-ce que c'est juste une excuse pour privilégier un pilote plus qu'un autre? Non, mais la data room de Radio Non, mais Magaz en tout cas, était mobilisée sur les élections européennes. On pouvait pas être partout en même temps. Mais en tout cas, l'excuse, enfin, en tout cas, l'argument de dire, bah, il y en avait un qui avait la batterie pleine, en tout cas, à des années-lumière de ce qu'avait Ocon, bah, ça se tenait pour aller potentiellement aller chercher Ricardo. Après, effectivement, il aurait fallu sûrement le faire 3-4 tours avant. Parce que, bon, bah, déjà, quand on voit que c'est parfois compliqué de dépasser sur circuit, même avec des bons virages, permettant des dépassements, c'est pas à 4 tours de l'arrivée que tu pouvais te permettre de remonter une seconde et quelques, comme ça, quoi. On n'était pas les As en début de Grand Prix, quoi. Ok. Donc, bon. Takuma, est-ce que... C'était tenté, mais Voilà. mais compliqué de revenir en arrière une fois que tu avais fait le Ok. move, quoi. Ouais, c'est vrai. Takuma, est-ce qu'au final, on parle pas de ça du côté d'Alpine pour éviter de parler de rien? Je sais pas, le mec qui se plaint de dire je joue l'équipe, machin, c'est pas le mec qui a pas joué l'équipe à Monaco et qui a foutu En effet, oui. la stratégie en plan en 4 virages? Je demande. Parce que c'est pour ça qu'il se fait taper dessus, Ocon, au départ. C'est parce qu'à Monaco, ça annonce stratégie d'équipe, on joue l'équipe, on est placé, on veut faire double point, et il décide d'attaquer Gasly de manière complètement inconsidérée. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Alors, bon, le petit spoiler, j'ai pas fait de complot, j'avais pas la tête à ça vu ce qui s'est passé en France, mais je peux vous en faire un sorti du chapeau maintenant. Ça m'étonnerait pas. Attends, je lance le générique ou pas? Non, 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 non. Mais ça m'étonnerait pas qu'Alpine ait demandé à jouer le swap position et ne l'ait pas fait pour dire à Ocon, regarde, on l'aurait fait à Monaco si si t'avais pas fait le con, on peut swapper les positions. Ah, c'est vrai qu'ils auraient pu... ouais. Parce que je pense que le plan a toujours été de jouer l'équipe et qu'à Monaco, Ocon, il se tire une balle dans le pied tout seul. C'est lui qui fait le con. Et là, et là aussi, il rejoue au con en voulant pas jouer, comme ça a été dit, le swap des positions, l'échange de positions tout de suite. Ce qui fait que tout se décale et que tu n'as plus le temps derrière pour refaire passer, puisque comme ça a été dit, les As, elles étaient là. Donc c'était risqué. Ouais. Imagine, tu joues ça. T'es gentil avec Alpine en disant ça quand même, je trouve. Non, mais imagine, tu dis oui, tu laisses passer, machin, t'insistes, et tu as une des Alpines qui finit pas dans les points à cause de ça parce que tu joues mal. Tu passes pour quoi? Tu passes encore plus pour des cons. Là, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2 semaines? Ocon fait du ouin-ouin. Gasly, lui, il est plus dans le team. Non, mais je défends Alpine aussi. On a vachement joué l'équipe, s'il vous plaît, prolongez-moi.
voilà, chacun joue ses cartes. Ocon, il va sûrement aller, je sais pas, As ou Williams. J'imagine que c'est les deux portes qu'il a. Mais voilà, après, on verra bien. On verra bien pour la suite. On verra en Catalogne ce qui va se passer. Est-ce que l'Alpine réussira à remarquer des points? Pas sûr, mais bon, pas sûr. Jamais à l'abri de surprise. Ok, mais d'accord, mais ouais, là, c'est la route est longue. Prendre les points avec tous les abandons, et ça, c'est peut-être le seul truc positif au niveau d'Alpine, quoi. Bah après, en qualif, ils étaient quand même passés en Q2 avec Piero Gasly, sachant que il y avait quand même des As, il y avait une As devant eux. On avait Sergio Perez justement qui était derrière, donc de manière assez étonnante. Et par contre, c'est vrai qu'on avait les deux Williams devant les Alpines. Albon fait un top Grand Prix, il se fait sortir à cause d'une erreur de quelqu'un d'autre, quoi. D'ailleurs, il fait ce qui est pour l'instant élu le plus beau dépassement de la saison, avec justement Esteban et Albon, avec un move exceptionnel, Albon. Donc lui, pour le coup, il est vraiment pas payé sur cette course-là. Donc t'as Sainz qui fait nawak, Albon qui est pas dans les points, voilà. Donc à l'arrivée, Alpine sur cette course, ça vaut pas 9-10. Ils ont su maximiser et finalement, à cause de cette polémique encore, tu oublies le fait qu'ils passent de 2 à 5 points. Donc ils font plus que doubler leur bilan et se rapprochent des As, quoi, qui elles ne marquent pas. Donc c'est ça qu'il faudrait valoriser et au final, t'en es à encore. À part de l'énergie sur des voilà, exactement. Des circonvolutions, et je trouve que de l'amateurisme, enfin moi sérieusement, après le climat est compliqué en ce moment, mais je trouve que Ocon, c'est quoi ce comportement là? Le mec, il devrait déjà être presque content d'être dans les points. Enfin, là, c'est jouer l'équipe, c'est pas se focaliser sur le négatif, alors qu'Alpine, il joue les dernières places au début de saison. Mais bon, ça, j'avoue que alors, évidemment, Gasly, il la ramène pas parce que lui, il veut re-signer chez Alpine. Mais il a déjà re-signé. Mais Ocon, qu'est-ce qu'il a à gagner à passer pour un gars qui continue d'être imbuvable et pas jouer l'équipe? Ça, j'arrive pas à comprendre, parce qu'en plus, son interview de genre, enfin, par contre, pour écouter la radio de son ingénieur qui lui dit on va revenir vers toi pour te dire quand Gasly va te rendre la place s'il n'y arrive pas à doubler Ricardo, en écoutant, il savait qu'ils allaient pas lui rendre la place, hein. Enfin, moi je sais pas, oui. C'était clair. Lens, t'as parlé d'Albon et de malheureusement son abandon et puis de son très beau dépassement, enfin son double dépassement. Les autres, est-ce que vous avez d'autres choses à indiquer sur ce Grand Prix avant qu'on passe on va dire au mercato, puis on finira avec la nouvelle réglementation? Niki? Ouais, je voulais quand même noter les As. Alors ils finissent 11 et 12, je crois. Mais moi, ils m'ont bien fait kiffer sur le début de Grand Prix à partir en maxi pluie. Ça m'a fait bien plaisir parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques saisons où on se dit mais à quoi servent les maxi pluies? Eh bien, ils servent à ça. Et je trouve que c'est un peu dommage où derrière ils font pas forcément. Enfin, en fait, leur stratégie de mettre les maxi pluies qui était, c'est révélé payante parce que c'était les seuls sur la grille à partir comme ça. Tous les autres étaient en pneus intermédiaires. Ils ont fait une remontée de ouf. Je crois que Magnussen se retrouve 3e, je crois, à un moment donné. 4e. 4 Ouais, je sais plus, mais en très peu de tours. Et malheureusement pour eux, la pluie s'arrête. La piste sèche quand même très rapidement. Donc direct, là, ils commencent à plonger en performance. Et l'écart n'est pas suffisant avec les autres pour pouvoir gagner un arrêt. Donc finalement, ils repassent au stand et les deux récupèrent à peu près leur position de départ. Magnussen fait un arrêt à 2,18 secondes. Oui, en plus, il y a ça aussi, mais je crois que Hülkenberg qui avait fait une belle remontée, lui, il retrouve, au final, il reprend sa place de départ sur la grille. Et puis oui, les erreurs où Magnussen rentre au stand alors que les pneus sont pas prêts, c'est un peu dommage, mais j'avoue que la stratégie, c'était stratégie un peu cool, assez kiffant. Parce que en fait, le coup de poker, c'est de se dire
Est-ce que s'il se remet à flotter à fond dans 15 minutes après le départ, en fait, nous, on n'a pas besoin de changer de pneus et les autres auront peut-être besoin. Et du coup, voilà, nous, on aura pas, enfin, on pourra gagner potentiellement une vingtaine de secondes et voilà, on sait jamais. Ok. Ah ouais, non, mais complètement. Enfin, c'est vraiment donc franchement, non, mais c'est pas la première fois. osée, qui a Et c'est pas fonctionné la une première dizaine fois de cette année, je tours et trouve. voilà quoi. Franchement, non, à relever, Qu'ils tentent, ils tentent des trucs en fait à se. Alors après, bon, le comportement des pilotes en piste, c'est autre chose, mais c'est pas la première fois. J'ai une mémoire un peu pourrie, donc je saurais pas reciter les grands prix, mais c'est pas la première fois où cette saison notamment, ils tentent des trucs un peu sortis du chapeau, un peu décalés, en disant bah si ça marche, il y a moyen qu'on ramène des gros points, enfin qu'on fasse un gros coup. Ok. Là, ça aurait pu marcher et bon, c'était quand même assez kiffant, je trouve, de voir les As doubler tout le monde là sur 10 tours, tout le monde galérait. Et là, c'était un bon début de Grand Prix. Attaquer très 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 doucement. Et t'avais Magnussen qui arrivait comme un porc, qui freinait au dernier moment sous la pluie, alors que tout le monde faisait attention à pas se foutre dans le mur. Ça, c'était assez drôle quand même. Ouais, non, mais c'était une analyse de course intéressante avec. Il fallait regarder les nuages en même temps et puis on voyait les stats sur là où c'était performant encore en pneu pluie ou pas en pneu pluie avec le détail du circuit. C'était assez marrant de voir ces évolutions là. Takuma, est-ce que tu as des petits trucs à dire en plus sur le Grand Prix ou tu as envie de passer du temps à nous parler du futur pilote écossais qui va arriver dans le paddock la saison prochaine? Seulement, je suis en train de me battre sur un réseau social avec des gens qui... Bref. La stupidité de ce réseau m'étonnera toujours, mais bon. Non, moi j'aimerais saluer la très belle pirouette de Carlos Sainz qui a tout fait à l'envers et qui a envoyé Albon dans le mur. Bravo à lui. C'était superbe alors qu'Albon faisait un week-end vraiment très sérieux. Ça m'a dégoûté pour Albon. Il ne méritait pas de se faire sortir comme ça. Et en plus, Carlos Sainz qui fait pirouette, j'envoie Albon dans le mur, je vais dans l'herbe, repirouette, puis j'arrive à sortir. Non, c'était beau. Franchement. C'était patinage artistique, triple axel, double piqué, triple lutte, magnifique. Donc voilà. Non, bah ouais, ça m'embête pour Albon parce que le pauvre déjà qui porte tout seul Williams, si en plus il se fait sortir quand il n'a rien demandé aux autres. Franchement, j'ai de la peine pour lui. Williams, c'est compliqué. Alors qu'on pensait qu'ils allaient enfin revenir. Et non, pas. Avec le nouveau patron d'écurie, mais non. Et surtout que c'est un coup, il s'est fait sortir par son futur coéquipier. Puisqu'il paraîtrait que Sainz est proche de Williams. Hein, le spoil. Bah écoute, c'est la prochaine chronique. Je fais des transitions. On peut attaquer. Mais oui, tu fais la transition. On peut continuer sur ça. Donc effectivement. Ce qui est dommage en plus, ce qui est d'autant plus dommage pour Williams, c'est qu'a priori ils sont déjà en galère de pièces, tellement il y a eu de crash sur le début de saison. Et en fait, la deuxième partie de saison risque s'ils sont en galère de pièces, qui prennent des places de pénalité, etc. Ça va être encore plus compliqué pour Albon d'aller chercher des points sur la deuxième partie de saison, quoi. Ah bah, et puis même Sargent, je pense qu'ils vont lui dire de plus monter dans la voiture, hein, parce que là, quand même, sur le Grand Prix, on a vu, Sargent, on en parle même pas. On avait vu les limites quand même. On avait vu en fait toute la difficulté que ça représente d'être un pilote de F1 et l'exigence que ça a. Et lui, on voit qu'il lutte avec ça. Sargent, is the new Latifi, on le sait. Donc il y a un gars où tu sens qu'il était pas bon dans des conditions un peu plus difficiles et qui a fini dans le mur, c'est lui. Je parle pas de Joe qui a provoqué les 2 drapeaux rouges pendant les essais libres et qui a fait une course, il termine 15e en partant dernier. Et il a juste eu la chance de pas rencontrer des mecs sur la route pour finir dans le mur. Mais bon, c'est... Joe, Bottas, son fait d'armes sur le week-end, c'est d'avoir joué avec au hockey sur glace. Et a priori, il est quand même en ce moment meilleur sur des patins avec une crosse à la main qu'avec un volant. Hein. De toute façon, Bottas, là, il est devenu influenceur, là, vu que Kick Sauber le laisse faire un peu ce qu'ils veulent et puis que il s'attire la sympathie des fans parce qu'il a un mulet et une moustache. Faut
Voilà, le mec il est en roue libre, il se fait kiffer. D'ailleurs, Il est plus influenceur que pilote. Hein. Là, on est parti sur la rubrique Mercato Pilote, hein, les gars. C'est on parti. en a pas parlé, mais parce que ça me fait penser à la sortie de Villeneuve sur Ricciardo qui disait que justement Ricciardo était là uniquement parce qu'il a un bon sourire et qu'il est bankable, ce à quoi j'étais plutôt d'accord. Bon, Ricciardo sort un week-end où il fait 8ème, donc bravo à lui. Mais depuis le début de la saison, difficile de donner tort à Villeneuve. Mais Bottas, c'est pareil. Hein. Bottas, il est là parce qu'il monte son cul dans un calendrier, il a un mulet, il fait des pubs drôles. Mais en termes de pilotage, c'est quand même plus le Bottas qui était saignant. Et tu as envie de te dire, il prend la place de... Alors bon, je vais évidemment être chauvin, je vais dire Pourchaire, mais il y en a d'autres qui grattent à la porte et qui aimeraient avoir cette opportunité de conduire dans une F1, même si c'est une Sauber Nature Maybelline post-it Sopalin Labello Dafalgan kick Sauber F1 Team, là, je sais plus. Mais, il faudrait mettre un homme sandwich dans une voiture sandwich. Ce serait... C'est la F1, ça reste la catégorie la plus prestigieuse en monoplace. Et il y en a qui tueraient pour être dans cette situation. Alors je pense que Pourchaire est quand même très content de faire la saison en IndyCar, parce que c'est loin d'être déshonorant et il est loin d'être mauvais. Oui. Mais évidemment, je pense que quand tu vois ce que fait Bottas, je pense que Pourchaire serait pas plus ridicule que Bottas. Il bat son coéquipier quand même, Bottas. Il est devant Joe. Oui. Après, Joe, on sait qu'il ramène fin. Je sais pas si c'est toujours vrai, mais c'est pour le marché chinois, de toute façon. Après, il y aura moins besoin de l'argent de Zou avant. Il y aura moins besoin de l'argent de Zou dans les prochaines années, parce qu'Audi, en termes d'argent, bon, c'est pas. Oui, ça va. Bon. Hein, voilà. Mais tu sens que sur la FIA, t'as des pilotes qui sont là pour ça. Sargent, il serait pas américain, il serait pas pilote de F1 en ce moment. Joe, parce qu'il est chinois. Perez, s'il disparaît de la grille, quid du circuit du Mexique et du Grand Prix d'Austin. À un moment, faut aussi dire les trucs, c'est que les mecs, ils peuplent. Même Stroll, ils ont réussi à le mettre en avant au Grand Prix du Canada. Parce qu'on n'en a pas parlé des Aston. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Aston. On n'a pas parlé des Aston, mais Alonso fait un pas trop mauvais week-end, et le gars, il est totalement éclipsé, quoi. Enfin, tu regardais la réalisation, il te montrait Stroll. Non, mais ça, c'est logique aussi. Oui, mais voilà, en fait, à chaque fois, tu mets en avant le pilote. Là, Tsunoda, avec le Japon. Non, mais en ce moment, il va falloir que tu prennes le pli, Lance. Il va falloir être un peu plus nationaliste, hein, quand même, si tu veux que ça fonctionne. C'est à la mode. J'ai mis un superbe suite gentleman français. Je peux pas faire mieux. Donc, de toute façon, d'ailleurs, j'ai rasé ma barbe aussi, parce que je me suis dit, je vais être arrêté et envoyé dans un camp de concentration. Donc, Ouf, là, on est passé, là, on a. Ça allait trop vite d'un coup, là. Ça allait trop vite. Donc, non, mais voilà, on sait que c'est un petit peu ça aussi. Malheureusement, le fait qu'on ait deux Français, ça nous a pas ramené le Grand Prix en France. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, peut-être que si jamais tu as un nouveau président de la Formula One, peut-être qu'on aura un Grand Prix d'Italie en moins et un Grand Prix en France en plus. Enfin, après, ça c'est autre chose. Mais donc bon. Ou avec Estrosi Premier ministre, par exemple, ou Ciotti Premier ministre, vu que c'est dans le sud. Enfin, bref. Ciotti, il veut garder sa place de député, hein, donc. J'ai envie de vomir. Charles, on va revenir un peu sérieux parce que je me dégoûte. Non, mais il y a quelques années, on aurait pu dire que c'était la politique fiction, on joue à se faire peur, mais dans un mois, ça sera peut-être comme ça. Il y a Estrosi, il est chez les pilotes de motocross. Non, mais c'est Renaissance, le parti macroniste. Oui, mais j'allais essayer de faire comme si c'était le nom d'une écurie, Visa, Cash App, Renaissance, je sais pas quoi. En marche. Mais non, en marche, mais pas trop vite. Charles. Total Ball. Oh, pardon. Charles, toi qui es un gars sérieux, est-ce que tu as des infos? C'est qui va aller chez Mercedes en 2025? Toto a l'air de parler quand même sur le petit Kimi Antonelli. Hein, ouais. De ce que tout le monde annonce, je pense qu'ils se disent il nous coûte pas cher. Potentiellement, c'est une année avant la nouvelle régulation moteur, une nouvelle réglementation. Donc s'il fait une bonne année, on garde. Sinon, potentiellement, il y aura peut-être un gars sur le marché qui
qui fera quelque chose et Ok. voilà, pour eux, en gros, visiblement, Toto a l'air de dire que c'est le nouveau Verstappen. Donc, bon. J'ai un peu de mal à y croire, mais bon, on sait jamais, ça peut peut-être fonctionner. Bah, si c'est comme tous les nouveaux Zidane qu'il y a eu en équipe de France, faut quand même qu'il fasse gaffe, le petit Antonelli. Clairement, hein, j'ai l'impression que c'est effectivement un pétard mouillé pour le coup. Que surtout la pression, tu vois, ça fait depuis au moins Arabie Saoudite 2024 qu'on parle que le gamin va être mis à la place de Sargent dans le baquet Williams, qu'il y a une dérogation, que en fait ils vont attendre qu'il ait 18 ans, donc ils vont attendre l'année prochaine. Et en plus derrière, le gamin il performe pas quoi. Enfin, il a pas gagné une course en F2. C'est sa première année. Hein, s'il est si étincelant que ça. Alors après, les Verstappen, des Ocon, ils ont sauté la F2 et ça les aura pas empêchés d'être très bons. Norris n'a jamais gagné le championnat de F2. Ça l'empêche pas d'être très bon aussi maintenant. Donc, bon, Stroll a gagné le championnat de F2, ça l'empêche pas d'être très nul maintenant. Non, mais... c'est très bon, très bon. Même Schumacher a gagné la F2, il a pas été étincelant. Fangio. Il n'a pas été en F2. Fangio, aucune trace des stats de Fangio en F2. Ouais, je sais pas, j'ai dit ça au hasard. Stroll n'a pas fait de F2, ouais. Mais Schumacher, par exemple, gagne la F3 au bout de sa deuxième année, gagne la F2 au bout de sa deuxième année, donc ça pouvait être intéressant. Il a pas été très bon. Ralph, tu parles de Ralph. Non, excusez-moi, on mélange tout. Tomic. Donc, bon, c'est... bon. Franchement, pour le moment, c'est vraiment un coup de poker, mais une cote... c'est un pari avec une cote plutôt élevée, hein, pour le coup. À voir. Et donc, effectivement, pour moi, chez Mercedes, ce sera Russell et Kimi Antonelli l'année prochaine. Et on est d'accord, Ocon chez Haas, c'est ça? Ocon chez Haas, ouais. Alors que, en vrai de vrai, Ocon qui irait chez Mercedes pour remplacer Hamilton et tu mets Antonelli chez Williams. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de logique à faire un truc comme ça? Je suis d'accord avec toi, Takuma. Après, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Toto Wolff pour se dire. Focus, Toto. Focus. Pardon, excusez-moi, j'étais. Bon, pas trop. Focus, Toto. Focus. Ok les gars, est-ce qu'on parlerait pas de la nouvelle réglementation, en tout cas des petites billes qu'ils ont données sur la nouvelle réglementation? Ils ont donc annoncé un petit peu les évolutions souhaitées, notamment une réduction de la taille des voitures, mais qui est pas non plus incroyable, une évolution sur la partie électrique de la motorisation qui se renforce, et puis des bio-carburants, et puis ils arrêtent le DRS, mais ils en mettent un nouveau, donc ça change pas grand-chose. Ça a été accueilli assez froidement. J'ai l'impression quand même de ces annonces. Même eux, je pense assez vite, ils ont un peu rétro-pédalé dans leur nouvelle voiture. En tout cas, le responsable ingénieur des réglementations, on l'a vu dire que c'était que un proto, qu'il y avait encore du boulot. Qu'est-ce que vous avez comme ressenti sur ça, Lance? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces nouvelles propositions? Ouais, mais je crois que le plus la partie qui a été le plus froidement accueillie, c'est aussi la perte de 30 kilos des voitures, où ils disaient vous voulez qu'on fasse quoi? On enlève une roue, on en met plus que 3 et comme ça tu gagnes des kilos, parce que les roues restent des 18 pouces, donc tu réduis la taille des voitures, mais ça reste pareil, même si je crois qu'elle diminue en taille. Donc, tu gardes le diamètre, mais tu dois peut-être rétrécir un peu la largeur des roues. Ça fera peut-être diminuer déjà un petit peu le poids. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais oui, le principe, t'enlèves le DRS et t'as toujours un aileron arrière mobile, et je crois que t'as même celui de l'avant qui devient aussi un petit peu mobile. Ouais, t'as des flaps à l'avant aussi qui seraient mobiles, ouais. Donc voilà, donc après c'est de la technique. Au final, tu t'en es aussi à demander l'avis au constructeur, mais qui te pondent des trucs avec des voitures, avec des
avec des ailes, j'en sais rien. Mais à l'arrivée, les mecs feront en sorte de te pondre des voitures qui correspondent à la réglementation. Et bon, faut forcément que ça soit un minimum un petit peu différent de ce qui se passe actuellement pour que ça rebatte les cartes. Même si au final, sur la réglementation actuelle, on observe l'inverse de ce qu'on devrait avoir, c'est-à-dire des faibles écarts au départ et non, c'est ce qu'on observe, c'est des gros écarts au départ et qui s'amenuisent en arrivant sur la fin de la réglementation. Peut-être qu'on va avoir une année 2025 qui va être oufissime, avec des voitures très proches où les pilotes vont se battre et vont l'évolution de cette saison-là. Et après, tu arriveras sur du 2026 où peut-être que si tu as le bon moteur et que tu as les bonnes réglementations, bah, tu te retrouves à avoir des voitures qui reprennent un temps d'avance et autre chose que Max qui gagne le championnat. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de donner un petit peu leur avis sur ce qu'on a pu entrevoir? Takuma, on t'a vu lever les bras quand Lance parlait de la réduction du poids de 30 kg. Non, pour tout rien vous cacher, j'avais un œil sur les championnats d'Europe d'athlétisme. Voilà. Je ne cache rien, j'avais eu la chance d'avoir 2 écrans. Une nouvelle médaille, très content. Donc voilà. Non, sur la réglementation, le seul truc qui, pour moi, me donne un peu, enfin pas d'espoir, mais qui me hype un peu, c'est l'annonce de ce qui ressemble à un push-to-pass. Et ça, je suis très curieux parce que j'aime beaucoup ce système qui est implémenté en IndyCar, qui est donc une réserve de secondes de boost moteur à utiliser comme le pilote le veut sur la durée de la course. Ce n'est pas rechargeable, il y a tant de temps pour tout le monde. Et soit tu t'en sers pour dépasser quelqu'un, soit tu peux t'en servir pour défendre. Mais je trouve que le principe est intéressant et je me dis que ça peut être une bonne idée plutôt que le DRS. Donc je demande à voir. Après, on sait très bien que là, ça a été une annonce. Paraît-il que certaines équipes n'étaient pas d'accord. Peut-être, paraît que là, ça va discuter, rediscuter. Ça va être encore très très long pour définir les contours précis. Mais il y a des trucs qui me paraissent intéressants. Je demande à voir. Et s'ils arrivent enfin à réduire la taille et le poids des voitures, moi je pense que ça peut être enfin intéressant aussi. Bah, peut-être que le Monaco a servi. Et peut-être que les gens se rendent compte que c'est vrai que ça tombe plutôt bien hein, finalement. L'annonce juste après le Grand Prix de Monaco qui était catastrophique à ce niveau-là. Finalement, ça peut. Enfin, tu pouvais pas avoir meilleur promo pour dire il faut réduire la taille des voitures. Quoi. Ouais. Charles, tu veux ajouter quelque chose sur la nouvelle réglementation? Tu as peut-être des insights? Ouais, là ça va être compliqué. Je pense qu'effectivement ils ont proposé, enfin ça a l'air d'être un brouillon ce qu'ils ont proposé, une version de ce qu'ils pensent à l'heure actuelle, mais que rien n'est figé dans le temps et je pense ça y est, c'est juste pour dire si voilà ce qu'on pense faire dans 2 ans, genre on a 6 mois pour remodifier, pour mettre à plat les choses qui vous vont pas, ou s'il y a un lobby qui peut actionner des leviers. Mais bon, après, moi, je suis plutôt content qu'il y ait un peu moins de parties électroniques. Je crois que c'est le MGUH qui s'en va. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Que la voiture soit un peu moins grande, bah, c'est toujours plus cool. Après, je crois que c'est 20 cm de large en moins et 10 cm de long en moins. Ou c'est cet ordre de grandeur-là. C'est pas ça. Ça change pas la... Peut-être que je me trompe, hein, mais non, ça me paraît pas... c'est pas foufou. On parle de Monaco là, mais je vois pas, je vois pas où est-ce qu'on arrivera toujours à caler une voiture en plus entre les 20 cm. Tu vois qu'on gagne, je crois pas trop. Tu vois, Ok. Mais même le poids, je pense que c'est bien, mais tant qu'on a des pneus aussi gros, des trucs, enfin, des voitures aussi longues, perdre 30 kilos, la première voiture qui arrive, alors un avantage de dingue. C'est clair. À savoir que sur la dernière réglementation, je crois que le poids max le poids minimum avait été augmenté, il me semble. Hein. Je crois que
Si je dis pas de Je sais bêtises, Ça, c'est quoi? ça avait- Ça date de 2021, je crois, la nouvelle réglementation. Ça avait été réduit 2022. parce que Ah, ça avait été réduit. Est-ce que les Alpines, justement, cette année, n'arrivaient pas à ce poids minimum? Ah oui, c'est que ça a été réduit. Ouais. Parce qu'il me semblait que par rapport entre les F1 de 2020 et F1 2021 ou 2022, il me semblait qu'elles avaient pris du poids, justement. Ah, peut-être qu'elles ont pris du Donc, poids, mais finalement, je on crois qu'il y avait reviendrait eu peut-être réduction, juste, ouais. ce serait peut-être juste un retour en arrière, en fait, finalement, cette diminution de poids. Ouais, pour moi, ça n'a fait effectivement que monter, puisque le poids minimal, c'était 620 en 2010, 691 en 2014, 752 en 2021, 798 en 2022. Ouais, ça, on reviendrait, en fait, finalement. Et 796 en 2023. Ouais, donc, finalement, là, 700, enfin, avec 30 kg en moins, on reviendrait aux voitures de 2018-2019, quoi, à peu près dans l'idée, en termes de poids. Donc, ça va pas non plus changer. Ouais, mais après, il y a des évolutions techniques aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Et puis aussi, effectivement, si on réduit la taille de la voiture, là, on dit 20 cm sur la longueur et 10 cm sur la largeur, au final, c'est plus dense. Faut voir les proportions, mais bon. Ok, les gars, on a fait le tour de l'actualité Formule 1 sur ce Grand Prix de Montréal et puis Mercato et réglementation. En tout cas, nouvelle proposition de réglementation. Prochain Grand Prix de Catalogne à Barcelone. Un peu un endroit qui, normalement ou d'ordinaire, abrite les tests hivernaux. C'est maintenant qu'on arrive sur notre grand jeu des pronostics. On va rappeler quand même que un certain nombre d'entre vous avaient annoncé des victoires. Il y en avait qui avaient dit victoire de Leclerc, mais oui, bien sûr. Victoire de Norris, mais oui, bien sûr. Bon, ça, c'est Olivier Pastis, mais bon. Il nous fait des infidélités. Et puis certains avaient même annoncé une histoire de Piastri, je crois que c'était moi. Mais d'autres avaient fait le pari de la raison, c'était celui de Verstappen. Que va-t-il se passer à Barcelone? Niki, toi qui es toujours qui adore jouer au casino, souvent tu fais des gros gains quand même. Tout à fait. D'énormes gains. Tout à fait. Oui. Non. T'avais annoncé d'ailleurs, attention, t'avais quand même annoncé Verstappen-Norris. Verstappen-Norris et Leclerc, je crois, hein, c'est pas ça? Sainz. Ouais, j'avais. Il me semble, mais. Impossible. C'est pas mal. Ah, ouais. C'est pas mal, ça aurait pu être pire. J'avais 2 sur 3 dans le désordre. Bon, ça va. Il y a pire. Non, pour Barcelone, comme on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure, souvent c'est un peu le juge de paix, c'est un peu le circuit révélateur de qui a la meilleure voiture, qui est le meilleur pilote. Donc je vais quand même mettre Verstappen en 1. Et je vais faire Leclerc-Norris. Pas mal. C'est pas mal, c'est un bon cocktail. Charles. Charles, on voit que j'annonce juste pour nos auditeurs que Charles, il a plus la lumière rouge dans son studio d'enregistrement. On sait pas trop ce qui se passe, c'est plus sur le vert, mais c'est bizarre. Non, vous inquiétez pas, la lumière rouge est toujours un petit peu moins forte. T'as pété un néon, J'hésite. Il me semble que l'année dernière, en Espagne... Ah oui, je peux annoncer, l'année dernière, c'était Verstappen, Hamilton, Russell. Non, pardon. Ouais, si, c'est ça. C'était Leclerc qui avait fait la pole. Et sachant que cette année, c'est un peu mieux. Non, c'est Verstappen qui a fait la pole. Ah non, 2022. Par contre, c'est en 2022, c'est en 2023. L'année dernière, là, justement, c'est ce que j'étais en train de regarder. Verstappen, il fait meilleur temps practice 1, meilleur temps practice 2, meilleur temps practice 3, meilleur temps Q1, Q2, Q3, meilleur tour en course, victoire. Pas Q1. Oh, oui. Pas Q1, monsieur Niol. C'est Hamilton qui fait le meilleur temps en Q1, monsieur Niol. Non, mais on peut signaler quand même sur l'année dernière. Alors, il faudrait réécouter une superbe émission de Formule 1 Barbecue F1. D'ailleurs, à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous mettre des super notes sur les sites de podcast. Mais en tout cas, il y avait une super émission sur le sujet qui nous expliquerait pourquoi Mercedes avait réussi à monter sur le podium, mettre 2 voitures sur le podium. Que va-t-il en être cette année?
Putain, j'aurais bien vu une victoire de Leclerc, mais je pense que Verstappen va tout casser. Ouais, je vais aller à, franchement, On va s'endormir là. non, je pense que Leclerc peut faire la pole, mais ne gagnera pas. D'accord. Donc Verstappen, Leclerc, Norris. Tu sais que c'est ton pronostic, c'était celui que tu avais fait pour Montréal déjà. On change pas une équipe qui gagne. Pas. Lens, toi c'est toi à l'heure actuelle, non, le leader des pronos, c'est Gerhard Berger, mais qui participe au jeu des pronos, mais qui participe plus trop au barbecue F1. Lens, toi t'avais annoncé Verstappen, Leclerc, Norris pour Montréal. Ça a l'air d'être un truc qui tient la cote, hein. Il y en a déjà 2 des Verstappen, Leclerc, Norris en pronostic pour Barcelone. En fait, oui, si j'étais passé en premier, c'est vraisemblablement ce que j'aurais dit. Ah, tu peux. Allez, on va tenter la cote Leclerc, Norris, Verstappen. Allez, je suis un dingue. Le tir, c'est dans le désordre. Ok. C'est ça. Eh bien, passons donc à Takuma. Takuma qui avait donc annoncé une victoire de Norris, suivi de Leclerc, suivi de Piastri. Donc un podium ne figurait pas notre ami Verstappen, ne figurait pas les Mercedes. Qu'est-ce qu'il va nous réserver de nouveau incroyable pour ce Grand Prix? Je joue la grosse cote. Carlos Sainz en 1, Leclerc en 2, Verstappen en 3. Ouf, ça c'est... Doublé okay. Ferrari, tout à fait, victoire de Sainz. Histoire de vraiment jouer la grosse cote jusqu'au bout. Là, c'est... Allez. Ok. À domicile. Oui, écoutez, je pense qu'ils auront un cœur de bien faire. Et je pense que ça va se jouer à rien. Et que Carlos Sainz fera une belle course. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fait un bon début de saison aussi. Et qu'il est capable de faire de belles performances. Même si je préfère Leclerc, hein, c'est pas nouveau, mais c'est bizarre. C'est un homme étrange. Takuma est un peu étrange. On sait qu'il déteste Carlos Sainz, mais il lui donne quand même une victoire. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais le climat est étrange. Hein. D'abord les élections, puis maintenant le pronostic de Takuma. Moi je sais pas, c'est compliqué. On peut. C'est pour un rassemblement des peuples, voilà. D'accord. Et pas national. Exactement. Un rassemblement. Ok. Alors moi je vais annoncer Verstappen, Norris, Leclerc. Voilà. On a fait le tour de la Formule 1, en tout cas de ce que j'avais comme question et comme chose à dire. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses ou c'est bon, on peut clôturer l'émission. Regardez les 24 heures du Mans ce week-end, voilà. Enfin, regardez ou suivez ça, voilà. Okay. Le début de l'Euro de football. Bon, mais c'est cool, les gars. Sachant qu'en plus, on part pour un triple header avec Barcelone. Donc, il va falloir être endurant, les amis. Hein. C'est ça, les gars. Eh ben, merci. On se retrouve donc après Barcelone, les gars. Salut. Ciao. Ciao. Salut. Accélère!